À l'aune de la nouvelle société civile émergente au Maroc d'aujourd'hui, les questions qu'on va se poser dans le cadre de ce débat pourraient être les suivantes. Quelle lecture peut-on faire de l'évolution du mouvement féministe au Maroc? Peut-on observer aujourd'hui le maintien de l'articulation des différentes dimensions de la lutte? Ou au contraire, assistant à l'émiettement de la lutte sociale et l'éruption des seules revendications de la reconnaissance des droits civiques, de la représentation politique et l'émancipation culturelle? Comment évoluer ou bien qualifier le travail mené par les ONG aujourd'hui, les ONG féminines dans la société marocaine d'aujourd'hui? Le mouvement de 20 février, que nous fêtons hier son 4e anniversaire, ce mouvement fort de ses militantes et ses militants a-t-il réussi à recadrer les luttes féministes pour brasser l'ensemble de la problématique sociale au Maroc? Et à quel point les mouvements islamistes et socialistes participent-ils aujourd'hui à la diffusion et à la consolidation des luttes des femmes pour la justice sociale, mais aussi pour l'égalité des sexes? Donc je vous propose de revenir avec Madame Latifa Bouhsini sur l'ensemble de ces questions. C'est la question en fait qui concentre à la fois le combat, notre combat, le fameux, celui de démocratiser l'État, mais en même temps de travailler de sorte à ce qu'on démocratise la société. La particularité justement du mouvement féministe marocain, c'est que c'est un mouvement issu de la gauche, issu du combat démocratique, issu du combat pour le socialisme, issu du combat, disons, de l'idéologie au départ marxiste-léniniste. Il faut dire les choses, ça c'est des faits historiques, il faut les rappeler, on n'y peut rien, je veux dire, on peut critiquer un peu, mais les faits historiques sont là, ils parlent d'eux-mêmes. Et donc, toutes les filles, mais alors là, toutes, sans exception aucune, je parle d'un peu, enfin, des filles un peu plus âgées que moi, de ma génération, et un peu plus jeunes que moi. Disons, voilà, celles qui ont créé les premières structures au début des années 80, elles étaient toutes, mais alors là, sans exception aucune, elles venaient, elles émanaient des différents courants de la gauche marocaine, notamment l'extrême gauche, oui, c'était l'extrême gauche, à savoir 23 mars M1, par la suite Voix d'épée, le PPS. Ce sont ceux-là les courants les plus importants qui ont doté le mouvement féministe de cadres et de militants. Pas l'USFP, je le dis clairement. L'USFP avait posé la problématique, mais n'a pas réussi à donner naissance à un mouvement. Voilà, donc on peut rentrer dans le détail par la suite, mais bon, ils ont rejoint le mouvement par la suite quand c'est devenu impossible de rester sans bouger. Mais en réalité, au départ, c'était beaucoup plus l'extrême gauche, et c'était, bon, l'extrême gauche, au départ, c'était l'extrême gauche. Voilà, parce que c'était un copain avec lequel j'ai milité pendant des années. Et donc, au sein de l'OADP, tout à fait. Et donc, les premières structures, enfin, les filles étaient évidemment très dynamiques, très actives au sein de l'UNEP. Et donc, évidemment, l'UNEP, c'était l'espace où agissaient tous les courants de la gauche marocaine. En arabe, nous sommes très proches de notre peuple, de notre société, et c'est ça ce qui fait que nous vibrions, parce que nous ne pouvions pas se permettre le luxe de dire que nous sommes des élites, nous militons pour quelques avantages pour les élites. Non, là, on considérait que nous étions issus de la société marocaine, et on voudrait que la société marocaine, hommes et femmes, profite un petit peu, s'engage plutôt dans ce combat qui concerne tout le monde. C'est au sein de l'AMDH qu'on a créé les premières commissions qui devaient un petit peu réfléchir sur la question de l'égalité en matière des droits humains. Mais juste après, on a compris que c'était des cadres un peu patriarcaux, voilà, qui reproduisaient le schéma patriarcal, oui, au sein des militants et tout ça, ça se reproduisait. Et donc les filles avaient compris que pour mieux positionner la question de la femme, et pour se positionner elle-même, évidemment, c'est normal, c'était important et nécessaire de créer des structures. Et donc on a vu créer tout d'abord un journal, à savoir le journal 8 mars, qui nous semble le produit un peu de 8 mars, parce que c'était pas uniquement un support médiatique de la presse écrite. Non, c'était beaucoup plus que ça. C'était en fait un journal porteur
d'un mouvement. Voilà, qui a impulsé pratiquement la création d'un mouvement, parce que c'est autour de ce journal que les jeunes de mon âge à l'époque se retrouvaient pour à la fois lire les articles, les commenter, mais en même temps tenter l'écriture journalistique. On a tous tenté l'écriture journalistique et le 8 mars servait un petit peu pour, voilà, pour que nous essayions un petit peu d'être quelque part des journalistes militants. C'était un peu, mais bon, ça servait aussi à ça. Et ça servait aussi surtout à créer un certain nombre de groupements d'ailleurs. Et par la suite, les filles du PPS avaient pris l'initiative de créer la première structure qui est la DFM, l'Association démocratique des femmes du Maroc. Et après, c'est venu les groupements 8 mars ont créé l'UAF, l'Union d'action féministe. Ce qu'on proposait comme activité, ils sortaient un petit peu des schémas traditionnels. Les métiers qu'on voulait faire apprendre aux femmes, c'était pas forcément le tissage et la broderie, bien que ce soit important évidemment. On proposait la plomberie, le jardinage, voilà, c'était à la fois pour leur permettre une certaine forme d'empowerment économique, mais en même temps de secouer un petit peu les mentalités et les schémas traditionnels. On a essayé par la suite évidemment de mettre en place un certain nombre de centres d'écoute et d'appui pour les femmes victimes de violences, parce que la violence existe d'une manière vraiment alarmante. Et notamment, enfin, toutes les formes de violence, notamment la violence juridique à l'époque avec la problématique du code de statut personnel. Et donc tout ça, disons, si je dois appeler ça des services, nous ont permis un petit peu d'avoir le contact avec la population. Et évidemment, on a tiré par la suite les leçons de cette expérience. Si vous voulez, dans le débat, on peut revenir sur quelles étaient les leçons de cette ouverture un petit peu à travers les services qui nécessitent un financement, une mobilisation de fonds et donc une gestion transparente. Et tout ça, c'est des problématiques qu'il faut discuter par la suite. Voilà. L'enjeu évidemment le plus important sur lequel le mouvement s'est beaucoup mobilisé, c'était la réforme du code du statut personnel. Et à mon avis, c'est des choses sur lesquelles il faut s'arrêter. Parce que la question de la réforme du code du statut personnel, hormis la dimension des évolutions sociologiques de la société, tout ça c'est important évidemment à prendre en compte. Mais à mon avis, ce qui est important, ce qui est intéressant dans ce combat, c'est que justement, il a réussi, donc le mouvement à travers ce combat, il a réussi pratiquement à mobiliser, mais surtout à interpeller tous les acteurs, qu'ils soient de la société civile ou les acteurs politiques, y compris Hassan. Donc personne ne pouvait se payer le luxe de ne pas prêter attention à la question de l'égalité homme-femme et des rapports hommes-femmes. Je dis bien personne. La lecture que je fais en tout cas pour le mouvement féministe, c'est qu'au moment où l'État s'est saisi du dossier, a réformé le code du statut personnel et a réformé pratiquement tout l'arsenal juridique, notamment le code de la nationalité, le code du travail, un peu le code pénal, la charte communale, la représentativité politique des femmes, tous ces acquis que nous connaissons, qui sont importants évidemment. Mais ce qui s'est passé, c'est que au moment où l'État s'est saisi de ce dossier, on a commencé à assister à une sorte, là en fait le combat était visé l'institutionnalisation des droits des femmes et de l'égalité homme-femme dans les politiques publiques. Mais en fait, il y a eu un glissement de l'institutionnalisation vers l'instrumentalisation. L'instrumentalisation en tout cas de la cause. Je ne suis pas en train de dire l'instrumentalisation des filles. Je ne porte pas de jugement de valeur et je n'ai pas apporté de jugement de valeur sur mes copines pour lesquelles j'ai beaucoup de respect. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on a commencé même, il y a d'ailleurs un livre qui est sorti qui parle du féminisme d'État, avec tout ce que cela voudrait dire dans des contextes comme les nôtres. Voilà, dans des contextes comme les nôtres. Moi, ça me rappelle le féminisme de Bourguiba. Bon, la première génération, c'était très bien, mais après, c'était une véritable instrumentalisation. Donc voilà, moi, à mon avis, on a commencé un certain glissement de l'instrumentalisation et on a commencé à vider le combat féministe de sa dimension, on a 24 ans pour nous, de sa dimension éthique et de sa dimension politique pour finalement confiner le féminisme vers la question de l'égalité et rien que la question de l'égalité.